bienvenue pour une nouvelle navigation à bord de Voilier, le podcast des passionnés de voile. Avant de commencer, je vous invite à suivre Voilier sur les différents médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Vous y trouverez des citations et des fun facts liés au monde de la mer. Également, n'hésitez pas à liker et commenter ce podcast sur vos plateformes d'écoute favorites et sur voilier.com, voixli2es.com. Merci de noter également que cet espace est disponible pour promouvoir toute activité, produit, compte en relation avec le domaine de la voile et des voiliers. Alors, moi, c'est Manon, d'abord. J'ai 28 ans, je suis originaire de Vendée, donc dans l'ouest de la France. Je suis dans les terres de la Vendée, de base, donc pas très loin de la mer, mais quand même pas non plus au bord de l'eau. Voilà. Moi, c'est Marion, j'ai 28 ans et je viens de Saint-Malo. Voilà, en Bretagne, donc à l'ouest de la France aussi. Donc plutôt côté mer, toutes les deux alors quand même. Ouais. Plutôt côté mer, ouais. On n'a pas grandi très très loin de la mer ou de l'océan. Voilà. Ouais, c'est ça. Plutôt la team beurre salé. Ouais, moi j'adore ça. Et je connais bien Saint-Malo, juste pour info, puisque j'ai mes parents qui ont une maison à Dinard et j'adore Saint-Malo. C'est vraiment une ville absolument magnifique. Ah, et puis la Vendée, c'est une terre de voile aussi, puisque le Vendée Globe, qui est une course mythique, oui. voilà. On la connaît bien par rapport à ça. Je vous propose du coup pour Manon et Marion de me dire votre première expérience sur un bateau, à quel âge ça a eu lieu, comment ça s'est passé. Alors, pour moi, je pense qu'on a toutes les deux, c'est marrant parce qu'on n'a pas du tout le même CV nautique toutes les deux, mais on a un peu la même expérience, toute première expérience sur un bateau. Donc, moi, c'était en classe de mer, en CE2. C'était à Noirmoutier, du coup, en Vendée, et on a fait de l'optimiste pendant une semaine, voilà, à deux sur un optimiste pendant toute la semaine. Et j'avais adoré ça. Et puis après, j'ai plus fait de voile pendant de nombreuses années. Ouais, après ça, quoi. Moi, c'est exactement la même expérience. Premier contact avec le bateau, c'est lors d'une classe de mer, sur la plage de Bon Secours, pour ceux qui connaissent à Saint-Malo, la plage incontournable de Saint-Malo. Et voilà, j'ai fait mes premiers bords sur cette plage. Et après, donc j'ai intégré le club en fait de la plage plus tard au collège. Le club nautique de la baie de Saint-Malo. J'ai fait de la voile légère. Tout d'abord sur des petits supports comme des catamarans, des Hobie 15 et après un petit peu de compétition, mais vraiment pas beaucoup. Et puis c'est surtout à l'arrivée à la fac en fait où j'étais à Nantes. Enfin, on a fait nos études à Nantes et il y avait un pôle compétition en J80. Donc c'est des bateaux de régate, des monotypes de régate qui font 8,50 m. Et il y avait une super équipe avec un super coach, Luc Pilot, qui est un ancien champion olympique. Donc je me suis dit, allez, je rejoins l'équipe. Et en fait, c'était super. J'ai beaucoup appris pendant cette année-là. Et voilà. Et après, donc j'ai beaucoup parlé de bateau à Manon quand on était à l'université. Et du coup... Après, moi, j'ai refait de la voile, du coup, seulement avec Marion, finalement. Après avoir un peu eu l'idée de ce projet, et j'ai appris la voile en fait sur un 420 en région parisienne, parce qu'après on est venu à Paris pour finir nos études et travailler. Et donc sur un petit plan d'eau tout en longueur, on passait nos séances de sport à tirer des bords à Choisy-le-Roi. Et puis voilà, enfin on a fait un petit peu de voile habitable avec bourse aux équipiers. Et ensuite, on a acheté le bateau et en fait, c'est en ayant son propre bateau qu'on apprend le plus. Enfin, on s'est tellement formé.
en apprenant, parce que on a une responsabilité énorme en fait quand on est sur son propre bateau, qu'on a mis toutes les économies dedans. Et donc c'est comme ça qu'on a le plus appris et qu'on a. Toi, t'avais quand même des expériences, Marion, d'habitable et Oui, de d'habitable. croisière un peu, voilà. Mais... Oui, c'est pas, enfin, j'avais pas une expérience énorme en croisière hauturière. J'avais navigué un petit peu sur le bateau d'amis de mes parents, Tour du Mondiste, et et surtout j'ai participé à la course des grands voiliers, qui est une course de vieux gréement, et on a rallié sur l'Étoile polaire, qui est un vieux gréement de Saint-Malo, Lisbonne. On a mis 12 jours. Parce qu'on Wow. a eu quelques petits problèmes sur la route. C'était long. C'était très long, mais j'en garde un super souvenir, et c'est un peu une super expérience de haute mer en tout cas. Mhm. Ok, donc j'entends a priori que votre rencontre s'est faite à l'université. Oui, alors avant l'université, on a toutes les deux fait une prépa littéraire. Donc on s'est D'accord. rencontrés en prépa littéraire à Nantes, voilà, au lycée Ok, d'Histo, en deuxième année de prépa. Prépa d'accord. littéraire, ouais. On est des littéraires toutes les deux. Très bien. Et bah du coup, ouais, on peut peut-être faire le lien avec la bibliothèque. Oui, c'est ça. Le voilier bibliothèque. Ouais, bah oui, c'est vrai D'accord. que D'accord, donc c'est une enfin rencontre plutôt à l'université. Et du coup, bah, expliquez-moi un peu comment donc moi j'imagine que vous êtes rencontrés, donc le courant est tout de suite passé, et du coup vous avez comment est venue votre idée là? Comment c'est quoi la genèse de ce beau projet que vous avez là de voilier bibliothèque? Comment ça s'est fait, le parcours? Alors, c'est parti d'un désir, je pense, de voyager Ouais. déjà de base. En fait, quand on a après la prépa, on a toutes les deux fait une année à la fac. Du coup, Marion a fait de la compétition de voile en J80 et l'année d'après, elle partait en Nouvelle-Zélande en visa vacances-travail pendant un an. Donc ça, c'était un projet qu'elle préparait depuis très longtemps. Et c'est vrai que je pense qu'on avait toutes les deux envie de voyager, de continuer à voyager après. Enfin, pour moi, de partir aussi, voilà, au long cours. Et pendant qu'elle était en Nouvelle-Zélande, on s'est dit bon, allez, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme voyage? Comment on part? Alors moi, je dis tu fais du bateau. Moi, j'ai trop envie de partir en voilier. Vas-y, on part en voilier. sachant que tu avais fait que la classe de mer. Voilà, c'était resté ma seule expérience. Hein. Et donc, je Ok. savais pas du tout. Voilà, moi, j'allais au départ du Vendée Globe tous les 4 ans avec mes parents, mais ça s'arrêtait là, Mhm. quoi, l'expérience de la mer et de la croisière, voilà. Donc c'est vrai que j'y connaissais pas grand-chose à l'époque. Puis en fait, dès qu'on s'intéresse un peu aux choses, puis en plus aujourd'hui avec Internet, c'est tellement facile de voir comment ça se passe des navigations avec des gens qui partagent leur voyage sur YouTube, Oui, on peut avec se faire une voilà. idée Enfin un peu précise de ce que c'est que la navigation, voilà, même je si pense que il y a un aspect fantasmé et idéalisé forcément, ouais. mais après on se rend vite compte quand même grâce à toutes ces ressources en ligne que des aléas aussi de ce que ça peut représenter. Donc c'est de là que c'est parti. On s'est dit viens, on part en bateau. Et après, nous on voulait aussi, si on partait comme ça au long cours, parce que nous on s'est dit on part, mais on change un peu de style de vie. On veut pas non plus. On partait pas, on se disait pas on part en voyage et on revient. On voulait un peu voir si on Voilà. partir sur la route et voir revenir ou Si ça pas. nous convenait, si ce mode de vie nous convenait, voilà, c'est Mhm. pour ça que Se poser éventuellement à des endroits pour travailler, voilà. D'accord. Et on voulait quand même que avoir quelque chose de concret, un projet concret au travers de ce voyage qui était un peu égoïste entre guillemets à la base. Enfin, je veux dire qu'on voulait faire pour nous, oui, qu'on a fait pour nous. C'est vrai qu'on s'est dit c'est une belle idée. Il faut déjà qu'on apprenne beaucoup de choses de notre côté pour gérer tout ce qui est bricolage sur le bateau, réparation éventuelle, préparation aussi du bateau pour des navigations en haute mer, apprendre à Mhm. naviguer, apprendre à même naviguer, voilà, voilà. tout court. Et du coup, on cherchait un projet qui nous demande pas d'apprendre de nouvelles compétences. Et comme on est toutes les deux des littéraires, on s'est rapproché du livre avec un grand L, et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire autour du livre. Et du coup, l'idée de voilier bibliothèque est venue finalement assez rapidement, puisqu'on connaissait en fait l'association Bibliothèques sans frontières, qui est notre partenaire, et D'accord. qui depuis 20 ans, je crois,
à créer des outils qui sont des médiathèques nomades qu'on peut installer dans des endroits où il n'y a pas l'électricité, où il n'y a pas Internet, et qui permettent à tous d'accéder à l'information, à des formations, à toutes sortes de savoirs. Oui, et qui agissent aussi bien dans des endroits très reculés que dans des quartiers, par exemple, défavorisés. C'est assez, enfin voilà, ils font des actions partout dans le monde, voilà. Et en fait, on connaissait ces outils-là et on disait mais c'est des outils qui sont super. En plus, ça fait plusieurs années qu'ils travaillent dessus, qu'ils les ont améliorés. Pourquoi pas finalement intégrer un de ces outils au bateau et construire un projet avec une école ou un collège ou dans des endroits où qui seraient isolés et où se rendre par bateau pour avoir un sens, puisque souvent les endroits enclavés dans des îles ou sur des côtes isolées, on peut y arriver par bateau facilement. Et on voyait déjà quelques régions du globe sur la route des Alizés où ça pouvait se prêter. Ouais. Donc génial. Le Sénégal, la Guyane. Donc on a contacté Bibliothèques sans frontières et ils nous ont, on leur a parlé un peu du projet et puis on est parti avec eux en partenariat pour amener du coup des médiathèques numériques portatives dans des endroits donc on avait défini à l'avance pour les implanter là-bas, qu'elles restent là-bas, et les contenus qui sont sur ces médiathèques sont complètement adaptés aux besoins locaux. Donc c'est-à-dire que là notre première escale ce sera au Sénégal, au Ciné Saloum, et on est en contact avec des associations dans le Ciné Saloum, donc c'est une région qui est le long d'un fleuve, le Saloum au Sénégal, juste au nord de la Gambie. Où les habitants vivent sur des îles en grande partie et c'est très peu accessible par la route, c'est très compliqué. Donc ils se déplacent en pirogue, en bateau ça se fait très bien. Et on est en contact avec des associations locales et des gens sur place pour définir de quoi ils ont besoin comme contenu. On a vu avec eux où ça avait le plus de sens d'implanter la médiathèque, dans quel village, là c'est dans un établissement scolaire, c'est dans un collège. Quels étaient les besoins. Là-bas, il n'y a pas d'électricité. Dans le collège, ils ne sont pas raccordés à l'électricité, donc on amène aussi un panneau solaire et une batterie pour alimenter les médiathèques, puisque c'est du numérique. Et vous avez un exemple là parce que ça m'interpelle. Comment c'est quoi un truc numérique qui peut fonctionner juste à l'énergie solaire? C'est quoi exactement? C'est un ordinateur? C'est quoi? Alors, il y a en fait tous les contenus, donc il y en a plus de 2000, ils sont sur un espèce de gros disque dur. Qui, quand il est allumé, émet son propre signal Wi-Fi. Donc c'est pas Internet, c'est lui qui émet son propre signal Wi-Fi. C'est un hotspot, quoi. C'est un hotspot et on se connecte sur ce hotspot avec une tablette, un téléphone, un ordinateur, enfin ce qu'on a sous la main. Et donc avec cette médiathèque, elle vient en kit. Il y a le disque dur. Nous on apporte des tablettes, un ordinateur pour gérer le tout. Et effectivement, le tout est rechargeable. En fait, on a une espèce de grosse caisse. On met les appareils, on les branche dans la caisse. Et en fait, avec le panneau solaire, la caisse en fait sert de zone de recharge du matériel. Et en fait, on amène une batterie une batterie portable qui est très simple d'utilisation, qui fait à la fois batterie et convertisseur solaire, c'est-à-dire que la batterie est connectée au panneau solaire. Et on peut brancher directement il y a une prise 220, des prises USB, elle fait directement la conversion du courant et elle fait régulateur solaire en même temps. Mais du coup, c'est simple d'utilisation. Bibliothèques sans frontières qui propose ça? Non, alors ça c'est nous qui avons toute l'installation électrique, c'est nous qui l'avons pensé. On a demandé de l'aide aussi d'autres associations encore, à Électriciens sans frontières, parce que en fait, Bibliothèques sans frontières, ils sont souvent habitués à intervenir dans des endroits où il y a déjà des groupes électrogènes dans les camps de réfugiés, par exemple, il y a déjà des groupes électrogènes, donc ils peuvent se raccorder. Et c'est vrai que là, ils n'avaient pas encore eu ce cas d'implanter quelque chose dans un endroit où il y avait rien. Il n'y avait pas de source électrique. Donc, on a un peu réfléchi. Bon, après, on a demandé conseil. Pour l'instant, là, c'est une installation qui est destinée à être provisoire. Parce que faire une installation fixe sur le toit du collège, par exemple, ce serait super, mais ce serait un autre projet différent.
et qui prendrait du temps et beaucoup d'argent. Mais l'idée, c'est d'avoir cette installation temporaire qui je pense quand même peut fonctionner assez longtemps, en attendant de voir si le collège peut être accordé à la centrale électrique qui est dans le village. Il y a une centrale électrique dans le village à côté et c'est pas encore accordé, mais ça pourrait sans doute se faire assez rapidement. Ouais. Donc c'est un petit peu l'idée qu'on a pour l'instant, et c'est ce qu'on a réfléchi avec Électriciens sans frontières quand on a pensé à l'électricité, parce que c'est vrai que ça, c'est un truc auquel on a dû penser aussi, et qu'on va Vous devoir avez pensé installer. à la conception donc de la boîte pour pouvoir recharger les tablettes, le fait d'avoir un hotspot Wi-Fi et tout. Donc vous avez pensé à tout le Non, truc, tout le tout modèle A à l'outil, Z. ouais, tout Waouh. l'outil vraiment de base, la médiathèque, Mhm. le hotspot, enfin tout ça, c'est vraiment intégré par Bibliothèques sans frontières. Nous, on a juste D'accord. rajouté la station, enfin comment recharger, Le comment mode de donner charge. l'énergie D'accord. à ça. Ok. Ouais. Mais Bibliothèques sans frontières nous a fourni vraiment une grosse valise. Ok. En Ok. fait, ils sont habitués à fournir des kits comme ça. Et ça, c'est vrai que je pense il y a plusieurs années de réflexion derrière et d'expérimentation. Donc, c'est bien C'est fait. marrant parce qu'on se dit une bibliothèque, c'est des livres. Donc en fait, on est déjà dans l'ère Dans le d'avant, numérique. d'après quoi, avec les Ouais. tablettes et Bah Ok. oui, voilà. C'est-à-dire que les livres, enfin déjà que, Bah, en fait, il y le livre avait... physique, on a vite abandonné l'idée parce qu'on a un petit bateau, Ouais. parce que ça prend la place, parce que les livres, ça s'abîme beaucoup dans les milieux Surtout sur tropicaux. place, ouais. Ça s'abîme, ça se fait manger par les bébêtes. C'est assez, voilà. Mhm. C'est assez compliqué. Et en plus, en fait, le numérique a tellement de richesse quand on cherche à adapter des ressources, à chercher des ressources déjà dans les bonnes langues, par exemple, et Parce que là, du coup, proposer une variété de ressources aussi, parce qu'il n'y a pas que des livres. Dans cette région au Sénégal, les populations, elles parlent le sérère, donc qui est une langue D'accord. ultra locale. C'est un dialecte. C'est un dialecte, et donc mais l'école est faite en français. En fait, les enfants apprennent le français à l'école, voilà. mais par contre, en général, les adultes certains adultes et les personnes plus âgées ne parlent que sérère. Donc, et les enfants parlent sérère à la maison, donc ils apprennent le français à l'école. Après, il y a quand même beaucoup de monde qui parle français, Oui, c'est une des langues officielles là-bas, mais c'est vrai que le Donc sérère, la bibliothèque qui est sur le disque dur est du coup adaptée à la population que vous allez rencontrer, Voilà, à c'est ça. l'âge des jeunes qui vont l'utiliser, etc. À l'âge des jeunes, à la langue parlée, c'est-à-dire que je pense que si on avait décidé d'amener des livres physiques, on aurait eu beaucoup de mal à trouver des livres en sérère, parce que c'est une langue qui est principalement orale. La transmission s'est faite oralement. Et sauf que comme c'est une langue qui est un petit peu en train de disparaître, il y a eu c'est plus facile de trouver du contenu numérique, de trouver des PDF, des enregistrements de chansons, par exemple, des choses comme ça. Des chansons, pour diffuser la culture sérère, en tout cas dans le saloon. Donc c'est l'intérêt du numérique. C'est l'intérêt du numérique. Après, ça aussi c'est des avantages, évidemment. Hein. Il faut l'alimenter en électricité, il faut les protéger des intempéries. Il peut y avoir ça peut se casser, mais ça a beaucoup d'avantages qui se prêtent bien à implanter une médiathèque en partant de zéro, en fait, parce que là, on peut aussi mettre à jour les contenus, c'est très riche. C'est très riche d'un point de vue. Donc la mise à jour des culturel. contenus, il faudra envoyer quelque chose là-bas pour leur demander de mettre à jour le disque dur. En fait, pour mettre à jour, il faut qu'ils connectent le disque dur à Internet. Oui, donc, c'est ça. Donc, il y a une connexion. Il est pas très grand, donc ils peuvent l'amener. C'est une petite galette. Et ils peuvent l'amener à un endroit où il y a une connexion Wi-Fi, où ils peuvent raccorder leur téléphone en 4G à un endroit où il y a la 4G pour le connecter à Internet. Et à partir du moment où il est connecté à Internet, on peut le mettre à jour. Il se connecte directement au serveur des Bibliothèques sans frontières. Et en fonction des contenus qui ont été modifiés ou ajoutés, en fonction des demandes, des besoins, la mise à jour se fait automatiquement. Et ils peuvent aussi de leur côté ajouter du contenu s'ils veulent. Si une radio locale souhaite diffuser des podcasts ou des émissions, eh bien c'est possible. Ils peuvent faire leurs propres contenus qui seront diffusés éventuellement aux enfants, à d'autres ou dans d'autres médiathèques, sur d'autres médiathèques, des gens qui parlent la même langue ou pour partager leur culture. C'est aussi il y a aussi cette idée
de patrimoine culturel qui peut être conservé, et Bibliothèques sans frontières, ils sont assez demandeurs de ça, parce que c'est vrai que ça leur permet de conserver des choses, de garder trace de certaines choses qui sont pas forcément partagées. Et Bibliothèques sans frontières, c'est français à la base. Je connais pas. D'accord. C'est une association française, ouais. Je pense qu'ils ont pas, je dirais 15 ans. Ouais. C'est pas si vieux, hein. C'est pas si vieux, mais c'est quand même une grande asso. Après, ça reste de la culture, donc ils ont pas un gros budget, mais ils ont pas l'aura des autres. Ouais. D'accord. Et comment vous les avez? C'est dans le cadre de vos études littéraires que vous avez découvert cette association? C'est Manon, qui les a découverts. Moi, j'ai fait un master du coup métier du livre pour travailler dans l'édition, et il y avait aussi des gens qui voulaient travailler comme bibliothécaire ou comme libraire, et donc c'est dans ce cadre-là que j'avais entendu parler de cette ONG, parce qu'il y avait certaines personnes qui faisaient des stages là-bas, qui travaillaient là-bas. Donc, voilà. Et alors, vous m'avez parlé du Sénégal comme première destination pour cette première bibliothèque que vous allez déployer. Comment s'est fait ce choix? On vous l'a suggéré, vous l'avez cherché par vous-même, et comment vous êtes arrivé au Sénégal là, finalement, à ce choix-là? Alors le Sénégal, on y a pensé assez rapidement. Comment on a entendu parler? Je pense qu'on a dû entendre parler d'une autre asso qui s'appelle Voile sans frontières, pour le coup. Voile au pluriel sans frontières, et qui fait des interventions humanitaires au Sénégal, donc dans cette région-là spécifiquement, depuis très longtemps aussi, et qui remonte en fait ce fleuve pour faire toutes sortes d'actions solidaires auprès des populations locales. Et du coup, on avait dû entendre des récits de personnes qui avaient remonté le Saloum. Après, je pense qu'on a aussi pensé à la Gambie, à la Casamance au début, parce qu'il y a, c'est pareil, on peut aussi faire le même type d'action. Mais je pense que ce qui a pesé en faveur du Ciné Saloum, c'est qu'il y avait cette association-là qui est originaire de Lorient. Vraiment, tous les bénévoles connaissent très bien, que ce soit les locaux, que ce soit les problématiques des populations du Ciné Saloum. Et on se disait que, comme c'est quand même un gros projet qu'on mène à bout de bras toutes les deux, c'est quand même pas mal de s'entourer de gens qui connaissent la région, qui peuvent nous éclairer, qui peuvent nous donner les bons contacts des locaux à qui s'adresser. Et c'est comme ça que ça s'est fait, en fait, un peu au hasard des rencontres et des contacts qu'on nous a donnés sur place. Parce que très vite, en fait, il y a quelqu'un de Voile sans frontières qui nous a donné le contact de la présidente d'une association là-bas. Donc, elle s'appelle Adjaratou Senghor. Et ça a été vraiment l'élément, on va dire, déclencheur du projet, parce que elle a tout de suite été très enthousiaste quand on lui a présenté le projet. Elle nous a mis en contact avec le collège. Elle a réfléchi elle-même aux besoins de ces collégiens, parce qu'elle est présidente d'une association qui vise à faire en sorte que tous les enfants quittent l'école en sachant lire et écrire, et en particulier les jeunes filles. Donc elle connaît déjà, elle était un petit peu dans le même milieu que nous, quoi. D'accord. Ouais, elle a mené des actions déjà avec des bibliothèques et de l'informatique, en faveur de la scolarisation. Donc elle avait déjà réfléchi en amont à toutes ces questions-là. Et c'est vrai que c'est vraiment à partir du moment où on a rencontré cette femme-là et qu'on a été en contact avec son association que tout a vraiment pu bouger. Elle nous a mis en contact avec les autorités locales aussi. Et c'est vrai qu'en fait, quand on a un projet comme ça et qu'on se dit où est-ce qu'on va aller, on se sent pas forcément légitime tout de suite, quoi. Donc on a besoin de s'appuyer sur des gens qui vont nous dire que oui, ça a du sens et que c'est comme ça qu'il vaut mieux le faire comme ça, que voilà, que c'est pour le coup un projet plein de sens là. Vous avez trouvé outre votre envie de voyager du départ, un sens pour le faire, quoi, finalement. C'est pas que voyager pour voyager, mais c'est aussi trouver, c'est magnifique. Exactement. On voulait vraiment trouver du sens, et puis pas rapporter quelque chose comme ça, jeter sur la table et que ce soit, que ça marche pas, quoi. C'est vrai que là, nous, on a un peu, on se met la pression à nous-mêmes, parce que ça fait plusieurs années qu'on prépare ça, et là, on va arriver au Sénégal et on se dit, maintenant,
il faut que ça marche. Enfin, il y a tout le travail après, en fait, le suivi, etc., qui est important. Donc, on va arriver là, justement, on va essayer de revenir un peu sur justement le choix du bateau, comment vous l'avez préparé, etc., puis le voyage. Donc là, vous êtes actuellement aux Açores, aux Canaries, ouais. Aux Canaries. Et du coup, prochaine étape, ce sera directement le Sénégal, justement, après, là? Ouais, là, on fait plusieurs îles des Canaries, et puis, encore une île, enfin, là, on est à Tenerife. On va à la Guyane après, et puis ensuite, on est censé aller au Sénégal, directement. Ouais. Donc, c'est la prochaine étape. D'accord. Et donc, du coup, c'est pour une arrivée prévue pour quand, là-bas? Vous avez déjà une idée? On se dit autour de mi-novembre. Ouais, mi-novembre. Voilà. Sachant que on prévoit une semaine à Dakar pour faire les formalités, pour s'avitailler, pour aussi faire la demande d'autorisation d'entrée dans le parc national du Ciné Saloum, parce que c'est un parc national et il faut qu'on ait un petit papier. Et donc après il y a 2 jours de navigation de Dakar à l'entrée du Saloum. Une grosse journée. Donc voilà, une semaine à Dakar et 24 heures. Et mi-novembre, normalement, si tout va bien, on devrait être ancré devant le village de Djirenda au Ciné Saloum. Après, bon, voilà, on est tributaire de la météo. Hein, oui, voilà. On sait que ça. On verra. Voilà. C'est la météo qui décide encore. Hein. C'est ça. Voilà. Ok. Waouh, c'est super intéressant comme aventure. Alors, dites-moi, il y a un nom là qui est Kanjavou, c'est breton, c'est une consonance bretonne et un peu africaine en même temps, je sais pas trop. Oui. C'est quoi le nom? Alors là c'est ni breton ni africain. C'est ni breton ni africain, mais c'est haïtien. Ça vient de l'île d'Haïti. Oui. Ouais. Et en fait, alors on a choisi ce nom pour plusieurs raisons. Déjà, c'est le titre d'un roman d'un auteur haïtien qu'on aime beaucoup, qu'on a découvert à Étonnant Voyageur au festival de littérature à Saint-Malo. Il s'appelle Lionel Trouillot. Et en fait, le Kanjaou, c'est un concept haïtien. C'est une sorte de grande fête de village qui réunit toute la population du village sans distinction de classe, de richesse ou quoi. Et voilà, c'est vraiment un moment de partage où toutes les frontières sociales sont brisées et chacun profite de l'instant. Et du coup, on se disait que c'était pas mal comme nom de bateau. On aimait bien les consonances aussi. C'est vrai qu'on nous dit souvent on nous demande souvent si c'est du breton. Oui. Et en fait, on l'avait pas forcément perçu, ce petit côté breton. Et quand dans les ports on arrive, c'est vrai que les gens nous demandent souvent ça veut dire quoi Kanjaou en breton et finalement on se dit bah ouais, en fait on l'a vachement bien choisi ce nom parce que ça sonne un peu effectivement africain, un peu breton. Il y a l'exotisme en même temps. D'accord. Bah, c'est une belle histoire. Alors du coup, vous vous rencontrez à la faculté, vous décidez que vous aimeriez bien voyager, vous décidez que ce sera en voilier, et puis il y a cette genèse avec la bibliothèque sans frontières. Et du coup, à un moment donné, après, vous dites, bah maintenant, il faut qu'on trouve le bateau, il faut qu'on se prépare, etc. Alors, comment vous avez trouvé votre bateau, comment vous l'avez cherché, etc. Expliquez-moi un peu cette histoire le bateau là, comment ça s'est passé. Alors, il faut savoir que Manon, elle est très, Je suis très organisée. Très organisée. Donc, on n'est pas parti comme ça chercher un bateau. On s'est déjà posé pour se demander, donc déjà quel est notre budget, quelle route on veut suivre, parce que bon, si on va un peu trop au sud ou trop au nord, faut choisir un bateau en fonction. Ouais. Combien de temps on veut partir, quel confort on attend dans le bateau, voilà. Donc on a fait un tableau. Quel était notre budget surtout. Quel était notre budget surtout, oui, parce que bon, voilà, le budget il a limité aussi l'âge du bateau parce que là Kanjaou il a 40 ans et on pouvait pas vraiment s'acheter un bateau plus récent. Pas beaucoup plus récent en tout cas. Et du coup, avant de commencer vraiment à chercher, on a fait un tableau, on a noté toutes ces questions-là, tous les critères, et voilà. Après, c'était parti pour la recherche. Donc, il y avait plusieurs modèles de bateaux en lice au début. Au début, on voulait vraiment, je pense comme beaucoup de gens qui veulent acheter leur premier bateau, on voulait un bateau en alu, entre 9 et 10 mètres. C'est ce qu'on s'était dit, pour que ce soit confortable de vivre à deux quand même, et en même temps, au niveau du budget, c'est vrai qu'on voulait pas non plus trop grand, et puis on savait, tout le monde nous a dit petit bateau, petit problème. Voilà.
Donc voilà, entre 9 et 10 mètres, on voulait un petit tirant d'eau. Qu'est-ce qu'on voulait? Ouais, une cuisine avec un four, des toilettes. On voulait un minimum de confort quand même. Et puis bah voilà, tout ce qui est un moteur en bon état, des bonnes voiles, ça, c'était nos critères de base. On a visité quelques voiliers, on a lu, on a cherché sur les sites, sur Le Bon Coin, sur assez classiquement. Hein. On est allé au 1000 Sabords du Croesti une année, le salon du coup des bateaux d'occasion, mais on n'a pas vu. Il y avait pas beaucoup de bateaux qui correspondaient vraiment à nos critères cette année-là. Et puis en fait rapidement on est tombé sur un Gypsy 31 à vendre sur Le Bon Coin, donc c'était en Méditerranée, et on s'est dit mais on connaît pas ce modèle de bateau, il est pas mal. Et en fait il y en avait plusieurs autres en vente sur Le Bon Coin, on en a visité plusieurs fin 2017 et début 2018, en janvier 2018 on en a vu un, donc on a vu celui qu'on avait repéré en tout premier dans le sud à Perpignan, qui était pas cher. C'est pas cher. Et on s'est dit, enfin c'est vrai qu'on est rentré la première fois dedans, on s'est dit mais il y a de la place quoi, c'est spacieux, pour un bateau de 9,50 m, il nous a semblé vraiment vraiment logeable quoi à l'intérieur, et plus que d'autres bateaux de la même taille qu'on avait pu visiter qui étaient plus étroits, un peu plus étriqués à l'intérieur. Et puis bon voilà, il avait l'air d'avoir plutôt bonne presse ce bateau, c'est un dériveur lesté, donc il a une dérive relevable. Il a quand même un saumon en fonte qui est en permanence là et qui lui fait quand même une petite quille, donc on navigue, on peut très bien manœuvrer sans la dérive baissée, mais donc ça aide quand même à remonter au vent, et en même temps on a un tout petit tirant d'eau, donc ça nous a semblé un bon compromis. Et c'est vrai que on a visité ce bateau dans le sud notamment, on a dit ok on reviendra faire une expertise, mais on peut pas revenir tout de suite parce qu'on habitait à Paris et que venir à Perpignan depuis Paris, même depuis Paris, c'est long. Et donc on a programmé une expertise pour 1 mois plus tard, je pense. Et en fait, une semaine avant l'expertise, il y a d'autres gens qui l'ont visité, qui l'ont acheté tout de suite. Donc là, c'était la désillusion. Désillusion absolue. Mais au moins, on savait, on a pu resserrer nos recherches. Sur le coup, c'était dur. Oui, sur le coup, c'était un peu dur. Mais sur le coup, on l'a un peu mal vécu, et c'est vrai que du coup, ce modèle de bateau, il nous restait dans la tête. Et en fait, juste à ce moment-là, ce jour-là, ou le lendemain, le jour où on apprend que l'autre bateau est vendu, on voit un autre Gypsy 31 qui arrive sur Le Bon Coin, un nouveau. Donc beaucoup plus cher, évidemment, parce qu'il venait d'être mis en vente. Et à Lorient, donc quand même plus proche de notre point de chute qui était à Saint-Malo, chez les parents de Marion, enfin à Plouer-sur-Rance, à côté de Saint-Malo. Donc on se dit bah super, on doit rentrer en Bretagne le week-end prochain, on visite. Enfin, c'était peut-être pas le week-end suivant, mais c'était 2 semaines après. Donc on l'a visité, et ben on a signé une promesse de vente directe en fait. Enfin, le jour de la première visite. Quoi. Non. Mais c'est vrai que, même nous-mêmes, on n'en revenait pas trop, quoi. C'était assez incroyable. Mais après, c'est vrai qu'il avait beaucoup de choses pour lui aussi, ce bateau. Ouais, en fait, c'est un bateau qui a été assez bien entretenu par son précédent propriétaire, qui faisait de la régate avec. Donc, les voiles avaient été changées. Et la régate et de la croisière côtière. Il a changé les voiles, il a pas mal amélioré l'intérieur. Il a fait des coffres des rangements bien faits. Lorsque lui-même a acheté le bateau, en fait, il lui est arrivé une mésaventure le premier jour quand il a descendu le Blavet. En fait, il a arraché son moteur et il a pris un bout dans l'hélice, un casier dans l'hélice. Et du coup, il a dû changer le moteur. Donc, ce qui fait que quand on a racheté le bateau, on a un moteur qui avait 600 heures. Même pas, ou 500. Enfin, c'était super, quoi. C'est super rare d'avoir un moteur avec, un moteur quasi neuf sur des bateaux de 40 ans. Donc voilà. Et puis on s'est dit aussi que, d'ailleurs c'est d'autres personnes qui nous l'ont dit, mais les bateaux d'il y a 40 ans, on raconte que en fait la couche de la coque, en fait, l'épaisseur de coque est beaucoup plus épaisse que celle des bateaux d'aujourd'hui, parce que il faut gagner du poids. Et donc c'était finalement la coque, la coque de 40 ans, c'est un gage de solidité. Bon, après aujourd'hui on n'utilise pas les mêmes matériaux. Voilà, ouais. Mais bon, bref, en tout cas il est bien costaud, et on avait une bonne base, quoi. Une bonne base. Ouais. Par contre, il était pas du tout équipé pour le hauturier.
On n'était pas autonome en énergie. Donc ça, c'est nous après que bon. Il y avait beaucoup de choses, c'est vrai, coûteuses et très importantes. Les voiles et le moteur qui étaient en super état et fiables, quoi. Donc c'est vrai que ça nous a beaucoup incité. Donc vous l'avez acheté fin 2017, c'est ça? On l'achète au printemps 2018. Printemps 2018, ouais. Bon, ça faisait, 2018. Je pense, on a cherché sérieusement 6 mois peut-être, un peu moins. Et du coup, l'expertise là a dit que c'était bon, la coque, pas d'osmose, ce genre de choses, tout va bien. Okay. Non, il y avait eu un traitement préventif osmose qui avait été fait. Enfin, là on a remis la coque à nu, aucun problème. Ouais, du coup, donc vous l'avez donc printemps 2018. Il était déjà hors de l'eau, peut-être. Ouais, il était hors de l'eau. Ouais. C'est un bateau qui sortait de l'eau 6 mois par an, donc c'est pas mal pour les bateaux en polyester, ça qui sèche un peu. L'osmose c'est pas mal. Et puis le courant est vraiment bien passé avec l'ancien propriétaire et voilà. Enfin, c'est marrant parce que on l'a appelé en fait une semaine avant de venir voir le bateau. Et aux questions que je posais, il nous a dit après coup, mais vous, en fait, je vous ai eu au téléphone et j'ai su que c'était vous, quoi. J'ai su que vous alliez l'acheter. Donc, apparemment, on lui a posé des questions. C'est-à-dire que d'autres acheteurs potentiels lui avaient posé des questions un peu étranges. Enfin, que ça l'avait bon, je sais pas. On a posé des questions. Ouais. Voilà, ok. Et donc, oui, il a été, super. C'est-à-dire qu'on a mis le bateau à l'eau avec l'ancien propriétaire, avec lui. Il nous a amené naviguer, nous a montré un peu les systèmes. Voilà, puis on est toujours en contact avec lui. On a navigué. Il doit suivre le parcours avec intérêt, j'imagine. Oui. Et puis surtout, en fait, le bateau, on l'a débaptisé. C'est qu'il fallait pas le faire, mais voilà. En fait, il s'appelait Siès avant, et on est passé aux îles Siès qui sont au large de la Galice, en Espagne. Et donc, il avait appelé le bateau d'après ces îles-là. Donc, voilà. Mais par contre, il avait jamais amené ce bateau-là aux îles Siès. Donc, on a pris des photos. Et... Vous avez fait les choses à sa place. Et du coup, donc vous le sortez, il est hors de l'eau au printemps 2018 et vous mettez combien de temps à le préparer pour la navigation hauturière, ce bateau? Et qu'est-ce que vous faites exactement pour le préparer? En fait, la première année, on l'a mis à l'eau tout de suite. On n'a pas fait beaucoup de travaux. Enfin, on a fait l'anti-fouling, on a fait, voilà. De toute façon, quand on l'a acheté, on s'est dit qu'on se donnait 2 ans pour le préparer. 2 ans, d'accord. Et que on voulait le remonter vers Saint-Malo, dans la région de Plouer pendant l'été, parce qu'en fait, on avait fait des demandes à un moment où on commençait à chercher un bateau sérieusement. On a aussi fait des demandes de places de port et de mouillage dans la région de Saint-Malo. Et je pense que le week-end où on a acheté le bateau, on a su qu'on avait une place de port une place au mouillage à Saint-Sulliac sur la Rance. Waouh. Donc là, c'est les planètes qui s'allument. Ouais, je me souviens parce qu'on est allé voir, on a fait le chèque d'acompte et le lendemain on allait voir le mouillage à Saint-Sulliac, voir comment c'était. C'est magnifique Saint-Sulliac. Donc très très beau, magnifique. Et donc on voulait le remonter pour l'amener à Saint-Sulliac et que ce soit plus facile, qu'on ait un vrai point de chute pour intervenir sur le bateau et une base. Et en plus c'est vrai que c'est quand même plus proche de Paris parce qu'on travaillait à Paris. Donc c'était moins long pour rentrer le week-end. Il y a une petite mouche sur la caméra, c'est bien. Ah, il y a plein de mouches ici. Il fait chaud ici. Non, et donc après, c'est vrai que la première année, on n'a pas beaucoup fait de travaux dessus. On l'a pris en main, on a navigué un peu avec, et c'est après qu'on a commencé à bricoler. C'est l'hiver suivant qu'on a commencé à bricoler. On se donnait 2 ans, on voulait partir en 2020, on a repoussé à cause du Covid. Ouais, à cause du Covid. On est parti en 2021 et donc finalement on a mis 3 ans à le préparer et après c'est en travaillant dessus pendant les vacances, pendant les week-ends. Voilà, et c'est toujours long et en plus nous on partait de zéro quoi sur le bricolage, on était on savait rien faire. On savait rien faire quoi. Enfin. Vous sortiez de la Rance pour naviguer la première année ou vous restiez parce que j'imagine que la Rance on en fait vite le tour quand même. Ouais oui on est. La première année on a fait ça a été un peu le crash test. On a remonté le bateau toutes les deux de Lorient jusqu'à Saint-Malo. Voilà. Wow. Okay. La première fois qu'on passe le Ratsin, le Chenel du Four. Ça s'est bien passé avec les courants.
Ouais, Oui, ouais, très tout s'est bien. bien passé. Ouais, Bah, on a bien impeccable. potassé notre petit almanach du marin breton, et puis, Ça s'est bien passé. et puis ça a été. Non, c'est vrai qu'on avait un peu la pression, mais on a eu une météo clémente. Enfin, on a eu un peu de brouillard, mais bon, ça c'est Ouais. classique dans le Finistère. Et l'été suivant, le week-end, on faisait des sorties, que ce soit en baie de Saint-Malo ou sur la Rance, selon le temps ou la météo. Et l'été suivant, on a fait un tour dans les îles anglo-normandes. On a fait Jersey, Guernesey et Sark. Mais on n'a pas eu de chance sur la météo cette année-là, donc en fait, on voulait traverser la Manche, mais les dépressions se sont enchaînées, donc on a fait le tour des Anglos dans tous les sens possibles. Et on était quand on a que 3 semaines de vacances, c'est faut bien choisir quoi avec la météo. Après, il faut quand même dire aussi quand on sait naviguer dans la baie de Saint-Malo, on sait un peu naviguer partout. Parce que je pense que c'est une des plus dures qui existent. Entre les rochers à marée basse, c'est incroyable. Le marnage. C'est sûr. Entre les courants, le marnage dans 14 mètres dans la grande marée, les rochers. Enfin, c'est vrai que même quand on est arrivé à Saint-Malo, qu'on a regardé la carte marine, on s'est dit mais on passe quoi. Ouais, c'est un champ de c'est une blague. Pour avoir navigué là-bas aussi, c'est une sacrée zone. Après, une fois qu'on connaît un peu, on est un peu comme chez soi, mais faut toujours faire attention. Ouais, faut faire attention. Le fond n'est jamais loin. D'accord, donc vous naviguez pendant un an avec, et puis donc vous décidez de le sortir pour l'équiper hauturier. Donc c'est, j'imagine, l'installation d'une éolienne, de panneaux solaires, des choses comme ça. Ouais. On l'a sorti en fait à chaque fois, chaque hiver. On le sortait l'hiver, on a gardé ce rythme-là. Et puis, petit à petit, on a fait les travaux. Donc, on a installé un portique à l'arrière. Pour les panneaux, on a installé des panneaux solaires. Quelques mois plus tard, on a une éolienne aussi en même temps. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu des renforts qui ont dû être mis quelque part, ouais. Non, je pense. Non, il y avait, on a gratté toute la coque pour revenir à nu, enfin la dernière couche d'époxy qui avait été faite, mais c'était pas très vieux, donc. Mais bon, là, ça nous a rassuré sur l'état de la coque, il y avait pas de souci. Non, il n'y a pas eu de renfort. Enfin, on a fait de l'amélioration, quoi, ce qu'on voulait vraiment, c'est être autonome en énergie. Donc ça, aujourd'hui, c'est bon. Et puis après, au niveau de la sécurité aussi. Et au niveau de la sécurité, oui, mais finalement, en énergie, on a peu de consommateurs. Donc, on a un frigo. On a juste le frigo, et bien sûr, on a le GPS et tout ça, mais finalement, ça consomme pas tant. On a un petit pilote automatique à vérin, mais on a aussi un régulateur d'allure, donc on privilégie toujours le régulateur d'allure. Et voilà, on s'en sort bien pour l'instant avec les batteries neuves et les panneaux. Et les panneaux, l'éolienne, pour l'instant, on la fait pas. On la fait tourner quand on a besoin la nuit, mais ça arrive rarement. Ça arrive rarement. Donc non, pour l'instant, après, il fait beau aussi. On n'a pas eu beaucoup de temps gris. Non. Pour les panneaux. Après, je pense que vous n'allez pas aller dans le nord, donc. Non, de toute façon, on est parti sur un programme alizé, tropique. Donc c'est vrai qu'on savait qu'on n'allait pas avoir froid. Donc on n'a pas de chauffage à bord, on n'a pas de chauffe-eau. De toute façon, on voulait rester sur des systèmes le plus simples possible pour que ce soit facile à réparer et avoir le moins de problèmes possible parce que en bateau tout tombe en panne tout le temps. Donc donc voilà, on a un frigo, c'est un peu notre luxe, mais sinon. Pour le moteur, ça va? Vous savez un peu comment, j'imagine, réparer le moteur, les principaux. Dès le début, dès la première année, on a mis un peu les mains dans le cambouis. On a toujours fait l'entretien courant nous-mêmes, en se renseignant. C'est toujours pareil, la mine d'or d'internet plus les bouquins qu'on peut avoir, c'est quand même incroyable parce que c'est une chance énorme qu'on a de pouvoir échanger, voir la vie des gens. Donc on a toujours fait l'entretien courant toute seule. Et puis on a fait, après ça se limite à la vidange, on change le rouet de pompe à eau, enfin c'est des choses, les anneaux, enfin tout ça, et ça prend pas tant de temps que ça, et ça nous a bien, je pense, décomplexé en tout cas de l'entretien annuel. On était bien décomplexé après. Et puis on a quand même fait une formation mécanique des diesels marins. À Nantes, dans un organisme qui s'appelle Escale Formation Technique. Et donc pendant 2 jours, on a potassé le fonctionnement d'un moteur, son anatomie, quels sont les signes de panne,
ou alors essayer d'aborder ça à l'inverse, c'est-à-dire tiens, une fumée blanche, d'où est-ce que le problème peut venir, ou une fumée noire, ou une fumée bleue, voilà. Et puis surtout, on a appris à faire de la maintenance préventive, donc à bien entretenir son moteur pour éviter les pannes. Voilà, il y avait les deux sens, à la fois bien l'entretenir en préventif, et puis après, si jamais il y a une panne, comment la analyser et comment la réparer. Et donc après ça, c'est vrai qu'on a vraiment pris confiance sur la mécanique. On a mieux compris comment tout fonctionnait, et sur les choses. Bon, à l'aise, je sais pas, mais en tout cas, je sais pas, c'était plus concret. En fait, on a fait 2 formations l'une après l'autre, la formation diesel et une formation électricité. Ouais. Et en fait, je pense le moteur a quelque chose de plus concret que l'électricité, et on se sent plus à l'aise en mécanique qu'en électricité. Voilà. C'est vrai que c'est quelque chose, pour moi qui suis un navigateur amateur, je loue des bateaux, donc quand je loue un bateau, je me préoccupe pas de l'électricité ni du moteur, parce que c'est au loueur de s'en occuper. Et c'est vrai que c'est quelque chose, probablement une grosse différence quand on est propriétaire, c'est de bien être à l'aise avec ces aspects-là pour pouvoir les entretenir. Ouais. Les entretenir, prévenir les problèmes, et voilà. Mais quand tout marche, c'est bien. Voilà. Mais c'est des choses qu'on a appris sur le tas, et que maintenant, on n'aurait jamais imaginé il y a quelques années. On a fait là du coup une grosse maintenance du moteur là juste avant de partir, parce qu'en plus le moteur venait d'avoir 10 ans, donc ça se prêtait bien. On a démonté plein de pièces pour vérifier que tout allait bien, et on n'aurait jamais fait ça, on se serait jamais lancé là-dedans il y a 3 ans quand on a acheté le bateau, quoi. Donc oui, c'est sûr qu'il aurait mieux valait pas. mais on peut tout apprendre, même des choses pour lesquelles on a l'impression qu'on est complètement novice. Et alors vous travaillez, c'est ça, jusqu'avant de partir, vous aviez un taf, hein, vous travaillez à Paris, d'accord. Ouais, on a. C'était pour constituer votre budget ou des comme ça? Oui, bah pas que. Enfin après on a fait nos études pour. Oui, voilà, c'est des métiers qu'on a choisis de toute façon. Mais c'est vrai que depuis qu'on a commencé à travailler, on a ce projet derrière la tête, donc on a toujours économisé, on a toujours fait attention à nos dépenses on a toujours eu ce projet en tête de toute façon, donc. Et alors du coup, parce que ça reste quand même. Il faut quand même être financé là. Comment vous arrivez à financer votre projet là? Parce que j'imagine que ne serait-ce que pour acheter l'avitaillement, l'essence, etc. Comment vous avez, donc c'est sur vos économies, ou vous avez des sources de revenus? Alors non, là c'est tout ce qui touche au bateau, c'est sur nos économies. Le voyage, l'avitaillement, les réparations qu'il y a à faire sur le bateau, c'est vraiment notre budget qui est dédié à ça. D'accord. C'est pourquoi on économise depuis 5 ans, maintenant qu'on a le projet. Ouais. Et par contre, pour tout ce qui est médiathèque numérique, on a levé des fonds, c'est-à-dire on a organisé un crowdfunding, on a démarché des partenaires pour récolter la somme qui nous a permis en fait d'acheter le kit médiathèque auprès de Bibliothèques sans frontières, parce que ils ne l'ont pas donné. Ils n'ont pas de fonds propres. Donc à partir du moment où on est parti pour le projet avec eux, ils nous ont dit c'est super, mais il faut réunir les fonds pour pouvoir financer cette mission, et c'est des budgets importants, parce qu'en fait il y a un coût humain très important sur la recherche de contenu. Le matériel en lui-même est assez coûteux, mais finalement c'est pas ça qui coûte le plus cher. Le plus cher, c'est vraiment de réfléchir et de rechercher les contenus qui vont être intégrés à la médiathèque. Et ça, du coup, on a pu le financer grâce à des subventions. En fait, on a eu deux grosses subventions de 2 grosses fondations qui œuvrent notamment pour l'accès à la lecture, promotion de la lecture et de la culture. Donc c'est comme ça qu'on a financé vraiment l'aspect projet solidaire. Et après pour tout ce qui est côté voyage, tout ce qui est les frais liés au bateau, au dépannage, frais courants, c'est nos économies. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans notre projet de base, de toute façon, on pensait s'arrêter de temps en temps pour travailler quelques mois. Pour remplir la caisse de bord. Ouais. D'accord. Donc ça c'est prévu, ok. Et du coup, mais là, parce que vous me disiez donc Sénégal, mais il y aura d'autres écoles ou d'autres villages que vous allez équiper, c'est-à-dire que vous allez à chaque fois devoir lever des fonds pour pouvoir acheter ce type de bibliothèque numérique, ou comment? Alors soit on repart sur
la même ossature de projet la même approche qu'au Sénégal, c'est-à-dire on part de zéro, on lève les fonds et on achemine la médiathèque, etc. Ou alors on s'insère dans des actions de Bibliothèques sans frontières qui sont déjà sur place. Au Sénégal, c'était en fait ils n'ont pas d'action, enfin ils commencent tout juste à faire des actions. Et surtout au Ciné Saloum, il n'y avait rien du tout, ils n'étaient pas du tout présents. Donc là, on partait vraiment d'une table rase. Ouais, ils avaient fait des choses en Casamance et à Dakar, mais pas au Ciné Saloum. Pas au Ciné Saloum. Et là, notre idée, c'est de faire une deuxième mission en Guyane, de remonter en fait le fleuve Maroni, parce qu'on peut remonter un petit peu loin, assez loin dans les terres, dans la forêt. Et là, donc Bibliothèques sans frontières est en train d'implanter des actions. Donc pour l'instant c'est un peu flou parce que c'est tout récent et ça date de l'an dernier, je crois. Ils sont en train de mettre en place vraiment des actions en réseau sur le fleuve spécifiquement. Donc c'est différent du Sénégal parce que pour le coup ils sont déjà présents sur place, ils ont déjà des actions en cours. Donc je pense que ce sera pas la même chose, pas le même budget et on s'insérera dans ce qu'ils sont en train de faire. On partira pas de zéro, donc ça va pas être exactement la même chose, mais ce sera avec les mêmes outils, je pense. Et de toute façon, les problématiques sont assez semblables sur le fleuve Maroni, qui est aussi un fleuve frontalier, le Saloum, c'est pas un fleuve frontalier, mais c'est très proche de la frontière avec la Gambie, donc il y a les mêmes problèmes de migration, de trafic, et puis d'isolement, donc on retrouve un peu les mêmes problématiques sociales sur place et donc c'est vraiment un projet pour l'instant de ce que j'entends, mais c'est à vous de me dire, plutôt autour de l'Afrique quand même. Donc pas de traversée de l'Atlantique pour l'instant. Si on va en Guyane, si. Guyane, pardon. Ok, Ok. Pour l'instant, oui, la traversée, elle est prévue en janvier, début janvier. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, Guyane. Pourquoi j'ai confondu avec un autre pays? Non, Guyane, du coup, Guyane, ce serait après la traversée de l'Atlantique. On viserait en fait une arrivée au Brésil, si ça rouvre avec le Covid, parce que pour l'instant c'est fermé. Okay. Une arrivée de transat au Brésil, passer quelques mois au Brésil à l'arrivée, et puis aller en Guyane pour le printemps à peu près, voilà. Et on pensait passer la saison cyclonique en Guyane, puisque c'est la France. Et il y a pas de cyclone là-bas, donc comme ça, c'était. Puis en plus comme ça, si on veut faire quelque chose sur place, on a vraiment le temps de faire des actions. Et alors la partie africaine, parce que moi j'entends pour me renseigner, pour lire beaucoup de choses, les problèmes de sécurité. Est-ce que vous avez par rapport à ça, vous êtes dans une zone où il n'y a pas de trop de risques? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors le Sénégal, a priori, ça va. Du coup, l'association La Voile sans frontières qui interviennent beaucoup là-bas nous disent que à Dakar, c'est une grande ville, donc il y a un peu les mêmes problématiques que dans beaucoup de grandes villes. Et le Saloum, c'est très sécuritaire apparemment. Il y a vraiment pas de problème. C'est la Somalie qui pose plus de problèmes, j'ai l'impression. Oui, voilà, Mais le Sénégal, non, pas de souci a priori. Le Sénégal, et puis je pense qu'il y a peut-être plus de problèmes aux frontières, peut-être au sud, je sais pas, mais en tout cas le Saloum apparemment c'est vraiment calme, c'est vraiment, les gens sont très accueillants apparemment, donc puis en plus on est en contact avec les gens sur place, c'est vrai que on ne viendra pas en terre inconnue, il y aura des gens qui nous attendent, donc c'est vrai que a priori il n'y a pas trop de problèmes de sécurité. C'est vrai que nous on a depuis le début on aimerait bien aller en Haïti. C'est pas pour rien qu'on a donné ce nom au bateau. C'est vrai que ça aura du sens après avoir donné ce nom à notre bateau d'y aller. C'est une terre francophone aussi. Et pour le coup, Haïti, là, on nous dit que c'est très très compliqué d'un point de vue sécurité. Donc, et puis météo aussi, j'ai l'impression. Oui, aussi, voilà. Après, faut pas y aller pendant la saison cyclonique, ça c'est clair. Mais en plus, eux, le sort s'acharne un peu sur eux, donc c'est vrai que c'est hyper compliqué entre les gouvernements corrompus, les catastrophes naturelles. Voilà. Donc depuis quelques années, en fait, il y a plein d'assauts qui œuvraient en Haïti et qui ont arrêté parce que c'était plus possible et que ça devenait vraiment trop dangereux. Donc là, tout le monde nous déconseille d'y aller. Et pour l'instant, c'est en stand-by. Mais c'est pas en train de s'arranger. Donc voilà, c'est vrai que c'est des problématiques qu'il faut aussi avoir en tête de toute façon. Enfin, nous, on va pas
aller se mettre en danger, surtout qu'en tant que, on est quand même des ressortissants françaises, s'il faut, on n'a pas envie de, on a une responsabilité quand même. Si on a des problèmes à l'étranger, on n'a pas envie de se mettre en danger pour rien, quoi. Donc, voilà. Alors si on reprend le départ, là vous êtes parti, donc vous êtes parti quand d'ailleurs de la Rance là? C'était quel? On est parti mi-juillet. Ouais. Mi-juillet. Ouais, on est parti le 17 juillet de Plouer. Et puis là, donc on est aux Canaries, on est le 20 octobre, donc en fait en 3 mois, on a descendu les côtes tranquillement, de la Bretagne jusqu'à Audierne, où là on a traversé le Gascogne jusqu'à la Corogne en Galice. On est resté un petit peu en Galice, on a été dans quelques rias. C'est sympa la Galice parce qu'il y a plein de rias, on peut rentrer, plein d'abris naturels, on peut rentrer à l'intérieur, c'est assez large. Et très sympa, très calme, très joli. Et puis alors comment vous avez fait pour préparer vos navigations? Donc vous fixez quand même un objectif ou c'était juste de dire c'est la météo qui va nous porter, on verra où est-ce qu'elle nous emmène et... On avait quand même on a noté nos escales potentielles. Et après, effectivement, en fonction du planning, de la météo, on a fait escale à certains endroits et pas à d'autres. Quand on part, de toute façon, on a toujours un plan B. On sait toujours les ports où on peut éventuellement s'abriter sur la route s'il y en a. En général. Et vous avez eu des fortunes, des météos inattendus qui vous ont obligé à faire des escales plus anticipées, ou ça s'est toujours bien conformé à ce que vous prévoyez? Disons que on a été bloqué à la Corogne. Il a fait très mauvais en fait après notre arrivée de la traversée du golfe de Gascogne. Il y a eu au moins 5-6 jours où il y avait une très très forte houle et puis du vent, sur les côtes et du vent totalement contraire, donc on ne pouvait pas aller vers l'ouest là où on voulait aller. D'accord. Et un jour, donc je sais plus, au bout d'une semaine, le vent s'est calmé. Il y avait toujours une très forte houle. On a décidé de partir pour essayer de faire de l'ouest. Sauf qu'en fait, dès la sortie de la Corogne, dans la baie, on était face à la houle. Il y avait encore 3 mètres de houle. On n'avançait absolument pas. On devait avoir le vent, on devait être au près. Finalement, on avait vraiment le vent dans le nez. Voilà, le vent était pas tout à fait orienté comme les prévisions l'indiquaient. Et donc là, on a fait le choix de s'abriter dans une ria qui était juste à côté de la Corogne et de partir le lendemain. Mais sinon, niveau météo... Ouais, ça a été... il y a quelques fois, on utilise beaucoup Windy, parce que on trouve que Windy, c'est hyper intuitif, on peut comparer les modèles météo. Et on utilise... Donc vous avez pris l'abonnement aussi, avec tous les différents modèles qui sont disponibles? Non, on est sur la version gratuite et on a quand même plusieurs modèles disponibles. Et sinon, on utilise PredictWind. Là, on a pris l'abonnement payant. D'accord. C'est ce qu'on utilise aussi pour prendre la météo en haute mer avec l'Iridium. Donc voilà, c'est pareil. Là, on peut comparer les modèles, on peut faire des routages. Et en logiciel gratuit, on utilise aussi Zigrib. Oui. C'est un logiciel sur ordinateur qui permet de télécharger des fichiers Grib et de faire un peu de routage si on veut. Et ça va, vous avez jamais eu de problème avec l'Iridium là? Ça s'est toujours bien passé les transferts? Parce que moi j'ai des expériences mais qui sont pas... Ça met extrêmement longtemps et finalement à chaque fois on voulait prendre des fichiers un peu détaillés, mais à la fin on se rabattait toujours sur du GFS parce que c'était trop long à télécharger. Donc je sais pas, vous utilisez... Ouais, vous avez la même expérience. Alors on a eu on a mis l'Iridium en service pour le traverser de Gascogne. On était avec une équipière, donc pour être sûr, puis pour le tester aussi. Et en fait, on avait acheté un Iridium d'occasion et qui semblait très bien fonctionner. On avait pris l'abonnement et en fait, il s'est avéré qu'il avait un souci. Enfin, en fait, il se réinitialisait tout le temps au bout de quelques minutes de connexion. Donc ça a été un peu le problème. Donc on en a acheté un neuf et là, ça a bien marché. C'est vrai que c'est parfois long, mais on a toujours réussi à... C'est vrai que sur les longues traversées, ça occupe. Hein. Ouais, ça occupe. Il faut y consacrer quelques heures. J'y passais parfois un peu de temps pour pouvoir télécharger plusieurs grids, etc. Et effectivement, au début, quand on veut une plus grande zone, parce qu'à l'arrivée, on réduit de plus en plus la zone de prévision, mais au début, quand on veut une plus grande zone de prévision, c'est un peu long et c'est vrai que des fois, faut
faut un peu être patient, on va y recommencer parfois les téléchargements. Bon, il faut voir dans quelques semaines, dans quelques mois, il y a peut-être une offre qui va être intéressante, c'est celle de Starlink. Je sais pas si vous avez entendu parler, c'est Elon Musk là qui a développé un service internet par satellite. Et j'ai lu une review là récemment qui semblait dire que ça marchait plutôt bien. Ah oui. Et à mon avis, ça peut être vraiment intéressant pour les marins cette histoire-là. Ok. Mais je sais pas s'il y aura une offre. Comment ça va se passer, hein, mais je dis juste, c'est à surveiller parce que ça pourrait être Internet partout et à des débits assez intéressants. Ouais. Donc, à quel prix après faut voir. Ouais, il faut voir l'investissement. J'ai l'impression que c'est un investissement, mais enfin, dans la review que j'ai vue, ça avait pas l'air non plus trop déconnant. Donc, un investissement de départ qui était de 150 €, je sais pas quoi. Mais après, est-ce qu'il y a un coût à l'utilisation? J'en sais rien. Ah oui, d'accord. Ouais. Non, c'est sûr que c'est assez contraignant l'Iridium, c'est super parce que. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais même pour recevoir les messages et tout, faut être un peu motivé. Mais bon, c'est bien quand on a quand même réussi à passer quelques coups de fil. On a testé plein de trucs, envoi de messages. Ça marche, mais c'est vrai qu'il faut pas être pressé, faut pas devoir recevoir son clip dans la seconde et ouais. Mais bon. Donc, est-ce que il y a des choses que sur des trajets aussi longs que le vôtre, là, est-ce qu'il y a des conseils que vous donneriez à ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire? Est-ce que vous avez des conseils là-dessus? Bah alors, peut-être que, enfin, nous, ce qui vraiment a été un point positif dans notre aventure entre guillemets, c'est que le bateau, on a un peu, on a beaucoup bricolé dessus pendant 3 ans du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, et finalement quand on est parti, on le connaissait assez bien. Et il y a toujours quelques zones d'ombre dans le bateau, mais franchement il y en a plus tellement. Et quand il y a un problème, on n'a plus peur comme avant de pas savoir identifier la source du problème et quel geste opérer pour pouvoir résoudre le problème. Et ça, c'est pas mal de bien connaître son bateau, je pense, avant de partir. Ouais. Bien prendre le temps de le connaître et de naviguer avec, de bricoler dessus pour bien le connaître et d'habiter dessus si on peut. Non, on n'a pas pu, mais de voir comment de s'habituer à lui, en fait, même connaître les bruits du bateau au mouillage. Enfin, on part beaucoup plus en confiance quand on connaît son bateau, et je pense qu'on a beaucoup moins de problèmes aussi quand après, faut avoir le temps de le préparer, bien sûr, mais parce que bon, ça coûte aussi de l'argent de garder un bateau sans s'en servir, voilà, mais je pense que pour nous, c'était nécessaire. Et je sais qu'il y a des gens qui préparent leur bateau en quelques mois et ça se passe très bien aussi. Mais pour nous, c'était nécessaire d'avoir du temps et ça a été vraiment profitable parce que on sait maintenant, on le connaît quoi, le bateau, même son comportement en navigation. Et puis on a fait un peu tout par petits pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas regardé forcément l'objectif final, c'est-à-dire la traversée de l'Atlantique ou qui sait, peut-être un tour du monde, on sait pas. Enfin, ces grands objectifs, quand on les énonce, ils peuvent faire peur et on peut dire bah non, j'ai tellement de chemin à parcourir pour arriver là que en fait ça en devient un handicap et on peut tout arrêter en chemin parce que ça nous fait trop peur et du coup nous c'est ce qu'on s'est dit au début pour un peu se rassurer aussi, c'est que on va faire petit pas par petit pas, c'est-à-dire au début on faisait un bricolage et puis on se focalisait là-dessus, on oubliait toute la to-do list qui nous restait à faire. Et puis en navigation c'est pareil, on se disait là notre première navigation ça a été de faire Plouer les Ardrieux, puis les Ardrieux en fait on se disait déjà on va aller dans le Finistère, et puis après on ira en Galice et puis après voilà, et je pense que comme ça c'est beaucoup plus rassurant, c'est moins intimidant et on peut peut-être plus se lancer dans des aventures qui paraissent plus à taille humaine en fait quand on fait. Quand on a un grand projet, il faut pas se laisser paralyser par l'ampleur du truc. Il faut y aller et petit à petit on y arrive en fait. Après il y a des pas qui sont. Il y a jamais eu à un moment donné on arrête. Il y a jamais eu ça. Non, de nombreuses fois, on se dit on vend le bateau, mais jamais vraiment sérieusement. Non, jamais sérieusement. C'est ça, c'était pour lors de journées de bricolage. Oui, voilà, ou quand on a une de mer, il y a des moments toujours un peu plus compliqués où on se dit mais pourquoi on fait ça, et
est-ce que c'est vraiment de ça qu'on veut l'importance faire? Vas-y, de l'importance d'avoir le sens, d'avoir le projet derrière de bibliothèque et tout, quoi. On s'est souvent dit qu'on n'avait pas forcément choisi le moyen de transport le plus simple et le moins cher. Enfin, on s'est dit, vas-y, on achète un van, on fait le tour d'Europe. C'est sera moins compliqué. Dans 2 mois, on est parti, même si on refait tout. Et puis voilà. Et puis il y a pas, c'est sûr, il y a moins à soucier de la météo. Mais bon, c'est pas le même projet. C'est pas le même projet, non. C'est quand même. Il y a quelque chose que vous referiez pas là dans tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qu'on ne referait pas? C'est déjà bien que vous hésitiez. Je pense qu'il y a des choses qu'on ferait différemment. Après, ouais, il y a des choses qu'on ferait différemment. Il y a plein de choses en bricolage qu'on a dû recommencer. Ouais. Parce qu'on s'y est mal pris. Après, j'ai pas forcément d'idée précise là, des choses qu'on. Oui, des petites erreurs, même en navigation. L'autre jour, on s'est fait un peu surprendre. On était sous spi et puis il y avait un cap à passer, un petit cap. Là, on était au Portugal juste avant d'entrer dans le Tage, avant Lisbonne. Et en fait, il y avait pas du tout eu de vent de la journée. Voilà, il y avait pas du tout eu de vent de la journée. Le spi venait de s'établir et on avançait bien. On était contente. Et puis en fait, on s'est pas méfié, quoi. On passe le cap et puis d'un coup, on prend 10 nœuds, 15 nœuds. On arrive rapidement à 25 nœuds. Plus de 20 là, nœuds. ça devient compliqué d'arriver. Toujours avec le spi. Et puis là, on se dit, bah mince, alors, ça a peut-être fallu le faire avant. Donc, il y a eu un affalage de spi un peu sportif et voilà, donc on a un peu déchiré le spi, mais c'est pas grave et on a pu réparer. Et je pense que c'est sur des petites choses comme ça, des petites expériences comme ça, là, on s'est pas fait peur. C'est un effet Venturi qui vous a surpris ou quoi? Bah c'est je pense que c'est ça. Un cap. L'accélération du vent à ce cap, en plus c'est assez connu. Oui, en plus c'est assez connu qu'il y a des accélérations. Les gens qui passent là, ils ont un petit coup de. Ouais, la côte portugaise est pas simple, je crois, à naviguer. Non. Alors la météo portugaise, c'est après pour le coup, une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est un peu toujours pareil, mais il y a toujours presque aucun vent le matin, malgré les prévisions, même quand il pleut du vent le matin, c'est très rare. En fait, le régime thermique est tellement fort qu'il prend le pas sur la météo. Sur les régimes. Il n'y a pas énormément de ports non plus. Non, il n'y a pas énormément de ports. Il n'y a pas beaucoup d'abris. Il n'y a pas beaucoup de navires non plus. Donc faut faire des grandes étapes. On a fait des bonnes journées de navigation au Portugal avec effectivement peu de vent le matin. Et en général, ça se lève vers dans la milieu de journée. Soit en fin de matinée, soit dans l'après-midi, soit jamais. Parfois, ça se lève pas, mais c'est assez rare. Et il y a toujours beaucoup de vent. Enfin, le vent se lève en général. Le plus fort, c'est fin d'après-midi jusqu'à 20h, 21h. Et du coup, là, vous êtes arrivé, vous avez fait le sud du Portugal, là. Oui, l'Algarve. On a fait l'Algarve, L'Algarve, oui. Ça, c'est sympa, par contre. C'est très sympa. On était déjà venu par la terre. Juste après avoir acheté le bateau, d'ailleurs. C'est un voyage qu'on avait déjà prévu. Et on s'est promis de revenir en bateau, parce que c'est vraiment très beau. C'est très touristique, mais... il faut dire que justement, comparé à la côte atlantique qui est très très difficile, mais avec des falaises gigantesques, les vagues là de Nazaré là qui sont incroyables. Enfin voilà, c'est vrai que l'Algarve pour le coup c'est très calme, très beau, très chaud. Très beau. C'est très sympa. Après, au Portugal, les régimes des vents sont difficiles, mais en général, quand on descend, on l'a dans le dos tout le temps. Donc, ça va. Ok. Bon. Donc, là, vous êtes lancé. Est-ce que l'aventure est-elle celle rêvée? Donc, est-ce que vous êtes dans vos plans? Est-ce que vous êtes heureuse? Vu votre sourire, ça m'a l'air d'être bon. Et ça va, vous allez continuer? Oui, je pense que il y a eu un petit temps d'adaptation. Je pense que le premier mois, ça n'a pas été très facile. En fait, la fin des préparatifs, ça a été vraiment hyper intense. On n'a pas arrêté. Enfin, je pense on est parti, on était crevés, on avait tout en vrac dans le bateau. On n'a pas eu le temps de tout bien ranger. Il faut trouver une place à tout en fait. Donc et on est parti un peu, on s'était fixé une date, la météo était bonne, il fallait partir. De toute façon, il faut bien partir à un moment donné. Donc voilà. Donc on a eu quand même une phase d'adaptation. Puis on était très fatigués aussi.
Donc, je pense qu'il y a eu une phase d'adaptation au début où on s'est mis, voilà, on a pris nos marques, on a rangé le bateau, on a un peu, voilà, on a tout familiarisé avec ça. Mais en soi, la vie en bateau, on n'a pas vraiment de surprise qu'on a. De mauvaises surprises. Oui, ou même, de choses auxquelles on s'attendait pas. On avait quand même déjà passé des vacances à bord. Oui, parce que vous êtes toutes les deux dans un espace exigu quasiment tout le temps. Ça va, ça se passe bien. Mais en fait, moi, ça me passe pas trop le manque d'espace, ça va. Enfin, il y a des moments aussi, mais la plupart du temps, ça va finalement. Ouais. On est quand même à l'air libre en fait la plupart du temps, donc et puis en escale, on fait plein de choses, on fait de la rando. Enfin, en fait, on a de quoi se changer les idées. Puis même, je trouve qu'on a bien. Même l'espace en soi, même l'espace intérieur du bateau, on a bien pris nos marques, on a pris notre rythme. Mais ça a été, on n'a pas. C'est vrai qu'on se demandait, on se disait, ça se trouve, en arrivant en Canaries, on en aura marre, on voudra rentrer. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Puis en fait, une fois qu'on arrive aux Canaries, c'est quand même pas mal. Il fait beau, il fait chaud. Oui. On nous dit que ce sera de plus en plus simple jusqu'aux Antilles, donc on verra. Bon, super. Et là, vous aviez, j'imagine, des supporters, donc vous avez vos parents qui doivent vous supporter. Ça. Mais alors, il me semble, parce que j'avais un peu regardé, bien sûr, avant de vous proposer cette interview, vous aviez aussi des marins plutôt connus là qui vous avez soutenus là dans votre aventure. Alors, c'est vrai qu'on a fait une vidéo de présentation lorsqu'on a commencé à chercher des donateurs particuliers, lorsqu'on a lancé le crowdfunding. Ouais, et on y est allé un peu au culot. On a demandé à Clarisse Kremer, du coup. Justement, c'est ça elle que je vois. Et comme elle fait l'actualité en ce moment, hein, vous avez vu son annonce, j'imagine. On a vu qu'elle repartait. C'est un super. Pour le Vendée Globe, c'est super. Et on l'a contactée. Nous, on la suivait depuis sa mini transat et on a toujours été. Fan. Ouais, moi aussi, je suis complètement fan de. Puis, je pense comme beaucoup de monde, hein, parce que c'est quand même un sacré personnage. Et elle vous suit encore? Elle vous prend vos nouvelles ou j'imagine elle est très occupée. Oui, elle est quand même très occupée. Après, elle est super accessible. Du coup, nous, on l'avait appelée pour lui demander de faire un petit message pour nous et elle a été. Elle nous a rappelé. Elle a pris le temps de le faire. Adorable. Cool. Après, le problème, c'est que ça s'est fait pendant le confinement, du coup, donc le premier confinement. Donc, on n'a pas pu se rencontrer comme on aurait voulu. Mais non, elle a été vraiment, vraiment top. Et puis, en plus, c'est vrai que pour elle, je pense qu'elle a beaucoup de sollicitations et j'imagine. Elle est quand même. De prendre elle prend le temps. Je pense qu'elle prend le temps d'ailleurs de faire beaucoup de choses. Donc, c'est chouette. Et donc, vous avez, parce que là, pour l'instant, vous êtes sur le projet au Sénégal. J'entends qu'il y a un autre projet pour Haïti ou pour la Guyane. Du coup, est-ce que vous avez un message à faire passer? Vous recherchez des choses en particulier? Vous souhaitez des financements? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vont... Un message que vous souhaitez faire passer? Pour l'instant, on n'est pas en recherche spécifique de financement tant qu'on n'a pas lancé vraiment l'action en Guyane. Après, effectivement, nous, on n'avait pas, quand on s'est lancé dans ce projet un peu innocemment au début, on n'imaginait pas à quel point ce serait un boulot énorme de préparer une mission. Et donc effectivement, je pense qu'on a besoin de contacts, de dons, parce que de toute façon, on a une plateforme de dons qui est toujours ouverte en ligne, qui sera toujours utile pour les prochaines missions. Et donc des contacts en Guyane ou ailleurs, dans d'autres zones du monde qui seraient un peu dans cette configuration-là, où il y aurait besoin d'intervention en rapport avec la culture, avec le livre, d'outils comme le Ladies Cube, du coup, qu'on transporte. Des contacts de personnes qui sont intéressées ou qui... Contacts et puis faire parler de l'association, aux proches, aux amis, à des gens susceptibles d'être intéressés, ça c'est déjà énorme. Et puis après, nous, on a un message plus général. Je pense que nous, je pense que tout le monde a dans sa tête, dans un coin de sa tête, un projet comme le nôtre. Pas forcément un projet de voyage ou un projet d'aventure ou un projet solidaire, mais quelque chose qu'il a envie de faire et qu'il a peur de faire ou il y a plein de raisons. Il y a toujours plein de raisons qui nous empêchent de faire les choses et d'y aller, d'y croire et
de faire à petits pas, et même s'il y a des obstacles compliqués, parce que je pense que nous on a la chance quand même d'avoir grandi dans des milieux où on n'a pas eu tant d'obstacles sur notre route, mais je pense qu'il y a toujours moyen de contourner ces obstacles-là et de faire les choses qu'on a envie de faire au plus profond de soi, comme ça. C'est beau. Ouais, ce que moi je retiens, c'est un projet qui a du sens, donc qui va apporter quelque chose aux autres et à vous apporter, bien entendu, à vous aussi, j'imagine, quelque chose de très très fort. Et les petits pas. Donc les petits pas pour y avancer. Nous, ça nous a, ouais. Bah, je pense que c'est un conseil qu'on a entendu aussi de la part d'autres aventuriers, et qu'on a vraiment, enfin, ça nous a marqué aussi quand on l'a entendu, et c'est vrai que c'est un truc qu'on a toujours mis en pratique, même un peu inconsciemment, et quand on a pu l'entendre, on s'est dit, mais c'est ça, en fait, c'est comme ça que ça peut fonctionner, sauf si vraiment, enfin, je sais pas, après, il y a des gens qui aiment bien aussi s'attaquer à des gros trucs directement, hein, mais, mais quand on est un peu le commun des mortels, voilà, c'est ça, on voit la finalité, mais il faut surtout voir, ce qu'on va faire, dans les semaines à venir et les différentes étapes. Ouais, parce qu'il y a tellement de choses qu'on contrôle pas que effectivement vaut mieux y arriver, y aller par petites étapes, petit succès après petit succès pour y arriver. Ouais. Oui. Et puis il y a toujours des échecs et des moments où on est un peu découragé. Et voilà, d'avoir des petites victoires, bah c'est plus gratifiant, ça remet un petit coup de boost au moral et c'est pas mal. Moi, je suis dans l'IT à la base et je suis chef de projet qu'on appelle agile entre guillemets. Donc c'est l'agilité, c'est une méthode et c'est l'image de avant on faisait des énormes projets, il y avait des clients qui demandaient énormément et puis à la fin ils se retrouvaient avec quelque chose qui correspondait pas du tout à leurs besoins. Et l'agilité, c'est plus ça. Maintenant, c'est on part sur la trottinette pour arriver à la voiture. Donc c'est un peu et bon, vous êtes un peu là-dedans. C'est beau. C'est un peu ça. Je pense que justement, c'est d'arriver, on commence petit et puis ça marche. Ok, on ajoute quelque chose et puis. Ouais, c'est ça. C'est bien. C'est sûr. Et puis, effectivement, en faisant petit à petit, on peut revoir aussi le projet de base et. Oui, c'est pas figé. Rien n'est figé. Ouais. Mais c'est, je crois, le temps quoi. Le temps, c'est la clé. Il faut l'avoir et puis. Toujours. Waouh, super. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter ou? Non, je crois pas. Je crois pas. On a un site internet. Si certains. Ouais, donc je mettrai toutes les infos sur vos comptes sociaux et puis votre site internet sur le podcast dans le lien. Bah, écoutez, alors moi, il me reste juste à vous dire un immense merci parce que c'était ultra intéressant. Et puis, je vais vous dire bon vent, mais je vais continuer à vous suivre, bien entendu. Et puis, peut-être qu'on fera un autre podcast pour que vous me racontiez un peu lorsque vous serez peut-être de l'autre côté de l'Atlantique ou. Ouais, avec plaisir. Ça marche. Là, c'est un petit pas, c'est un grand pas, là, la traversée de l'Atlantique. À un moment, il va falloir le faire, celui-là. Oui, donc, je sais pas si vous vous rendez compte du pas déjà gigantesque que vous avez fait pour arriver là où vous êtes. Hein. Mais c'est ça qu'il faut se dire aussi, hein. C'est aussi ça, les to-do list, il faut penser à ce qu'il y a déjà. Tout ce qu'on a rayé, à la done list. Bah oui. Parce qu'on voit toujours ce qu'il reste à faire et faut quand même penser aussi au chemin accompli. C'est vrai. Je pense qu'il y a peu de gens qui le font, même si on se dit, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est peu de gens parce qu'il faut du temps, mais il faut aussi beaucoup de courage. Donc bravo. Merci d'avoir navigué avec nous jusqu'au bout. Si cette sortie en mer vous a plu, et pour participer aux prochaines navigations, n'hésitez pas à noter, liker et commenter cet épisode sur vos plateformes préférées. Les canaux VHF de Voilier sont sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn ou sur le site voilier.com, voixli2es.com. Vous trouverez tous les liens dans la description. En attendant, bon vent et à très bientôt.